Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Des fleurs pour Algernon. De Daniel Keyes. Cinquième partie. Compte rendu numéro 11. 1er mai. Pourquoi n'ai-je jamais remarqué qu'Alice Kenyon était si jolie? Elle a des yeux marrons très doux et des cheveux bruns qui retombent en boucles légères sur ses épaules. Quand elle sourit, ses lèvres pulpeuses semblent faire la moue. Nous sommes allés au cinéma, puis dîner. Je n'ai pas vu grand-chose du premier film parce que j'étais trop ému de la sentir assise à côté de moi. 2 fois, son bras nu a touché le mien sur la coudoir, et les 2 fois, par crainte de la gêner, je me suis écarté. Je ne pouvais plus penser qu'à sa peau douce si près de moi. Puis j'ai vu, 2 rangs devant nous, un jeune homme avec son bras autour de la jeune fille qui était près de lui, et j'ai eu envie de passer mon bras autour de Miss Kenyon. C'était terrifiant, même si je le faisais doucement, en le posant d'abord sur le dossier de son fauteuil, puis en le rapprochant peu à peu, pour qu'il soit près de ses épaules et de sa nuque, comme par hasard. Je n'ai pas osé. Le mieux que j'ai pu faire fut de mettre mon coude sur le dossier de son fauteuil, mais quand j'y suis parvenu, il a fallu que je l'enlève pour essuyer mon visage et mon cou tout en sueur. Une fois, sa jambe a fortuitement frôlé la mienne. Cela devint un tel supplice si douloureux que je me suis obligé à ne plus penser à elle. Le premier film était un film de guerre et tout ce que j'en ai saisi, ce fut la fin, quand le GI retourne en Europe pour épouser la femme qui lui a sauvé la vie. Le second film m'a intéressé. C'était un film psychologique au sujet d'un homme et d'une femme apparemment amoureux l'un de l'autre, mais qui en fait se détruisent mutuellement. Tout laisse penser que l'homme va tuer sa femme, mais au dernier moment, des mots que celle-ci hurle dans un cauchemar lui rappellent ce qui lui est arrivé dans son enfance. Ce souvenir soudain lui montre que sa haine est en réalité dirigée contre une gouvernante dépravée qui l'avait terrifié en lui racontant des histoires épouvantables et avait ainsi laissé une faille dans sa personnalité. Bouleversé par cette découverte, il pousse un cri de joie, ce qui réveille sa femme. Il la prend dans ses bras et on peut en déduire que tous ses problèmes sont résolus. C'était trop simple, trop banal, et j'ai dû laisser voir mon irritation sur mon visage, car Alice m'a demandé ce qui n'allait pas. « C'est faux, lui ai-je dit, en sortant du cinéma. Les choses ne se passent pas du tout comme cela. »« Bien sûr, a-t-elle répondu en riant. Le cinéma est un univers de contes de fées. »« Ah non, ce n'est pas une réponse, ai-je répliqué. Même dans les contes de fées, il faut qu'il y ait des règles. Les détails doivent être cohérents et s'articuler entre eux. Ce genre de film est mensonger, les scènes ne s'enchaînent qu'arbitrairement parce que le scénariste ou le réalisateur ou je ne sais qui a voulu y introduire quelque chose qui ne va pas avec le reste, et cela n'a pas de sens. Elle m'a regardé pensivement quand nous sommes arrivés dans les lumières éblouissantes du Times Square. « Tu progresses vite. » Mon esprit s'embrouille. Je ne me rends plus du tout compte de ce que je sais. « Ne t'inquiète pas de cela, a-t-elle dit encore. Tu commences à voir et à comprendre les choses. » Elle a fait un geste de la main qui englobait toutes les enseignes au néon et tout le clinquant qui nous entourait, alors que nous gagnions la 7e avenue. Tu commences à voir au-delà de la surface des choses. Ce que tu dis des détails qui doivent aller ensemble témoigne déjà de beaucoup de perspicacité. Allons donc, je n'ai pas le sentiment d'arriver à quoi que ce soit. Je ne comprends pas moi-même ni mon passé. Je ne sais même pas où sont mes parents ni à quoi ils ressemblent. Savez-vous que lorsque je les vois dans un éclair de mémoire ou dans un rêve, leurs visages ne sont qu'une tache confuse? Je voudrais voir leur expression. Je ne peux pas comprendre ce qui se passe si je ne vois pas leur visage. Charlie, calme-toi. Les gens se retournaient pour nous regarder. Elle a glissé son bras sous le mien et m'a attiré contre elle pour m'apaiser. Sois patient. N'oublie pas que tu accomplis en quelques semaines ce qui prend aux autres toute une vie. Tu es une énorme éponge qui absorbe les connaissances. Bientôt, tu commenceras à relier les choses entre elles et tu verras comment tous les différents univers de la connaissance s'assemblent. Tous ces stades, Charlie, sont comme les barreaux d'une gigantesque échelle
et tu monteras de plus en plus haut pour découvrir toujours davantage le monde qui est autour de toi. » Tandis que nous entrions dans la cafétéria de la 45e rue et que nous prenions nos plateaux, elle ajouta avec animation: « Les gens ordinaires ne peuvent en voir qu'un petit peu. Ils ne peuvent guère changer ni s'élever plus haut qu'ils ne le sont. Mais toi, tu es un génie. Tu continueras à monter et monter et à en voir toujours davantage, et chaque marche te révélera des mondes dont tu n'as jamais soupçonné l'existence. » Les gens qui faisaient la queue et qui l'entendaient se retournaient pour me regarder, et ce n'est que lorsque je la poussai du coude pour l'arrêter qu'elle baissa la voix. « Je prie simplement le bon Dieu, chuchota-t-elle, que tu n'en souffres pas. » Pendant un moment, ensuite, je ne sus plus quoi dire. Nous avons pris nos plats au comptoir, les avons apportés à notre table, et nous avons mangé sans parler. Le silence me rendait nerveux. Je savais d'où venait sa crainte, et je le pris à la plaisanterie. « Pourquoi en souffrirais-je? Je ne pourrais pas être pire qu'auparavant. Même Algernon reste intelligente, n'est-ce pas? Tant qu'elle le reste, tout va bien pour moi. » Elle jouait avec son couteau en dessinant des ronds dans le beurre, et ce mouvement m'hypnotisait. « Et de plus, » lui dis-je, « j'ai entendu le professeur Nemur et le docteur Strauss qui discutaient, et Nemur a dit qu'il était absolument certain que rien ne peut plus tourner mal. »« Je le souhaite, » dit-elle. « Tu n'as pas idée à quel point j'ai eu peur que quelque chose puisse mal tourner. Je me sens en partie responsable. » Elle me vit regarder le couteau et le posa avec soin à côté de son assiette. « Je ne l'aurais jamais fait si cela n'avait été pour vous, » dis-je. Elle rit, et cela me fit frissonner. Elle baissa vivement son regard sur la nappe et rougit. « Merci, Charlie, » dit-elle, et elle me prit la main. C'était la première fois que pour moi quelqu'un faisait ce geste, et cela m'enhardit. Je me penchai vers elle en serrant sa main, et les mots sortirent. « Je vous aime beaucoup. » Après les avoir prononcés, j'avais peur qu'elle en rît, mais elle hocha la tête et sourit. « Je t'aime bien moi aussi, Charlie. Mais moi, c'est plus que simplement aimer bien. Ce que je veux dire, c'est... » Oh, zut, je ne sais pas ce que je veux dire. Je me sentais rougir et je ne savais pas où regarder ni que faire de mes mains. J'ai fait tomber une fourchette et, en me penchant pour la ramasser, j'ai renversé un verre d'eau qui a coulé sur sa robe. Brusquement, j'étais redevenu maladroit et gauche, et quand j'ai essayé de m'excuser, je ne pouvais plus remuer la langue. « Il n'y a pas de mal, Charlie, » dit-elle pour me rassurer. « Ce n'est que de l'eau. Il ne faut pas que cela te bouleverse ainsi. » Dans le taxi, en rentrant à la maison, nous sommes restés un long moment silencieux, puis elle a posé son sac à main, redressé ma cravate et arrangé ma pochette. « Tu étais mal à l'aise ce soir, Charlie. »« Je me sens ridicule. Je t'ai troublé parce que je t'ai parlé de toi. Cela t'a embarrassé. »« Ce n'est pas cela. Ce qui m'ennuie, c'est que je ne peux pas exprimer par des mots ce que je ressens. Ce que tu ressens est nouveau pour toi, mais tout n'a pas besoin d'être exprimé par des mots. » Je me rapprochai d'elle et j'essayai de reprendre sa main, mais elle s'écarta. « Non, Charlie, je ne pense pas que ce soit bon pour toi. Je t'ai perturbé et cela pourrait avoir un effet négatif. » Quand elle me repoussa, je me sentis à la fois gauche et ridicule. Cela me fâcha contre moi-même. Je m'enfonçai dans mon coin et je regardai par la vitre. Je lui en voulais comme je n'en avais jamais voulu à personne auparavant pour ses réponses tranquilles et ses soucis maternels. J'avais envie de la gifler, de l'obliger à ramper et aussi de la prendre dans mes bras et de l'embrasser. « Charlie, je suis désolé de t'avoir tellement bouleversé. N'en parlons plus, mais il faut que tu comprennes ce qui se passe. »« Je comprends, » dis-je, et je préfère ne pas en parler. Lorsque le taxi arriva chez elle, dans la 77e rue, j'étais épouvantablement malheureux. « Écoute, » dit-elle, « c'est ma faute. Je n'aurais pas dû sortir avec toi ce soir. » « Oui, je m'en aperçois maintenant. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas le droit de placer nos relations sur un plan personnel, émotionnel. Tu as beaucoup à faire. Je n'ai pas le droit d'entrer dans ta vie en ce moment. » « Ça, c'est à moi d'en juger, non ? » ?»« Crois-tu ? Ce n'est plus ton affaire à toi tout seul, Charlie. Tu as des obligations maintenant, pas seulement envers le professeur Nemur et le docteur Strauss, mais envers les millions d'hommes qui suivront peut-être tes traces. » Plus elle parlait ainsi, plus je me sentais misérable. Elle soulignait ma gaucherie, mon ignorance des choses bonnes à dire et à faire. J'étais à ses yeux un adolescent maladroit et elle essayait de me le faire comprendre gentiment. Devant la porte de son appartement,
Elle se retourna, me sourit, et un instant, je crus qu'elle allait m'inviter à entrer, mais elle dit simplement tout bas « Bonne nuit, Charlie. Merci pour cette merveilleuse soirée. » J'aurais voulu lui souhaiter bonne nuit en l'embrassant. J'en avais été tourmenté à l'avance. Une femme n'espère-t-elle pas que vous l'embrasserez? Dans les romans que j'ai lus et dans les films que j'ai vus, c'est l'homme qui fait les avances. J'avais décidé hier soir que je l'embrasserais, mais je ne cessais pas de penser « Et si elle me repousse ?» Je m'approchai d'elle et je voulus lui prendre les épaules, mais elle fut plus rapide que moi, elle m'arrêta et prit ma main dans les siennes. « Il vaut mieux que nous nous disions simplement bonsoir comme cela, Charlie. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner sur le plan personnel. » « Pas encore. » Et avant que j'aie pu protester ou demander ce qu'elle voulait dire par « pas encore », elle est entrée chez elle. « Bonne nuit, Charlie, et merci encore pour cette délicieuse soirée. » Et elle ferma la porte. J'étais furieux contre elle, contre moi, contre le monde entier, mais le temps d'arriver chez moi, je me rendis compte qu'elle avait raison. À présent, je ne sais si elle a de l'affection pour moi ou si elle me manifeste simplement de l'amitié. Que pourrait-elle trouver en moi? Ce qui rend tout cela si embarrassant, c'est qu'il ne m'est jamais rien arrivé de semblable. Comment quelqu'un apprend-il à agir vis-à-vis d'une autre personne? Comment un homme apprend-il à se comporter à l'égard d'une femme? Les livres ne renseignent pas beaucoup, mais la prochaine fois, je l'embrasserai en lui souhaitant bonne nuit. 3 mai. L'une des choses qui m'embrouille, c'est de ne jamais savoir, quand une réminiscence émerge de mon passé, si cela est vraiment arrivé de cette manière, ou si c'est la manière dont cela m'est apparu à l'époque, ou si je l'invente. Je suis comme un homme qui a été à demi endormi toute sa vie et qui essaie de découvrir comment il était avant de se réveiller. Tout surgit étrangement brouillé et comme au ralenti. J'ai eu un cauchemar la nuit dernière, et quand je me suis éveillé, j'en gardais un souvenir. D'abord le cauchemar. Je cours dans un long corridor à demi aveuglé par des tourbillons de poussière. Parfois je cours en avant et puis j'hésite, je tourne et je cours dans l'autre sens, mais j'ai peur parce que je cache quelque chose dans ma poche. Je ne sais pas ce que c'est ni où je l'ai trouvé, mais je sais qu'ils veulent me le prendre et cela m'effraie. Le mur s'écroule et soudain il y a une fille rousse qui me tend les bras. Son visage n'est qu'un masque vide. Elle me prend dans ses bras, m'embrasse et me caresse. J'ai envie de la serrer contre moi, mais j'ai peur. Plus elle m'étreint, plus je suis effrayé, parce que je sais que je ne dois pas toucher une fille. Puis, tandis que son corps se frotte contre le mien, je sens en moi un étrange bouillonnement qui m'échauffe. Mais quand je lève les yeux, je vois un couteau sanglant dans ses mains. J'essaie de hurler tout en courant, mais pas un son ne sort de ma gorge et mes poches sont vides. Je les fouille, mais je ne sais pas ce que j'ai perdu ou pourquoi je le cachais. Je sais simplement que je ne l'ai plus et il y a aussi du sang sur mes mains. Quand je me suis éveillé, j'ai pensé à Alice et j'avais la même sensation de panique que dans mon rêve. De quoi ai-je peur? Cela doit avoir un rapport avec le couteau. Je me suis préparé une tasse de café et j'ai fumé une cigarette. Je n'avais jamais eu un rêve de ce genre auparavant et je savais qu'il était lié à ma soirée avec Alice. Je me suis mis à penser à elle d'une autre manière. L'association d'idées reste difficile pour moi parce qu'il est malaisé de ne pas contrôler la direction de ses pensées, de garder simplement l'esprit ouvert et de laisser n'importe quoi y entrer. Des idées qui montent à la surface comme des bulles dans un bain de mousse. Une femme qui se baigne, une jeune fille, Norma qui prend un bain. Je regarde par le trou de la serrure et quand elle sort de la baignoire pour s'essuyer, je vois que son corps est différent du mien. Il lui manque un petit détail. Je cours dans le couloir, on me poursuit, pas une personne, simplement un grand couteau de cuisine étincelant. Et j'ai peur, et je crie, mais ma voix ne sort pas parce que mon cou est coupé et que je saigne. « Maman, Charlie me regarde par le trou de la serrure. » Pourquoi est-elle différente? Que lui est-il arrivé? Du sang, saigné, un placard obscur. Three blind mice, see how they run, see how they run. They all run after the farmer's wife, who cut her the taste with a carving knife. Did you ever see such a thing in your life as 3 blind mice? Charlie, seul dans la cuisine, très tôt le matin.
Tous les autres dorment et il s'amuse avec sa ficelle et ses anneaux qui tournent. Un des boutons de sa chemise saute quand il se baisse et roule sur le dessin compliqué du linoléum de la cuisine. Il roule vers la salle de bain et Charlie le suit, mais voilà qu'il le perd de vue. Où est le bouton? Il entre dans la salle de bain pour le chercher. Il y a un placard dans la salle de bain. C'est là que se trouve le panier à linge. Il aime en sortir les choses et les regarder. Celles de son père et celles de sa mère et celles de Norma. Il aurait envie de les essayer et de faire semblant d'être Norma. Mais un jour où il avait fait cela, sa mère lui a donné une fessée pour le punir. Là, dans le panier à linge, il trouve la culotte de Norma tachée de sang. Qu'avait-elle fait de mal? Il est terrifié. Quel que soit celui qui lui a fait cela, il pourrait revenir en faire autant à Charlie. Pourquoi un souvenir d'enfance comme celui-ci reste-t-il si fortement en moi et pourquoi m'effraie-t-il maintenant? Est-ce à cause de ce que je ressens pour Alice? En y pensant à présent, je peux comprendre pourquoi on m'a appris à me tenir à l'écart des femmes. C'était mal de ma part d'exprimer mes sentiments à Alice. Je n'ai pas le droit de penser de cette manière à une femme, pas encore. Mais lorsque j'écris ces mots, une voix en moi crie que cela ne s'arrête pas là. Je suis un être humain. J'en étais un avant de passer sous le couteau du chirurgien, et j'ai besoin d'aimer quelqu'un. 8 mai. Même maintenant que j'ai découvert ce qui se passait derrière le dos de M. Donner, je trouve cela difficile à croire. J'ai d'abord remarqué un incident louche pendant l'heure d'affluence voici 2 jours. Gimpy était derrière le comptoir. Il enveloppait un gâteau pour un de nos clients réguliers, un gâteau qui se vend 3,95 $. Mais quand Gimpy a tapé la vente, la caisse enregistreuse n'a affiché que 2,95 $. J'allais lui dire qu'il avait fait une erreur, mais dans la glace derrière le comptoir, j'ai vu un clin d'œil et un sourire passer du client à Gimpy, et en réponse, un sourire sur le visage de Gimpy. Et quand l'homme a ramassé sa monnaie, j'ai vu briller une grosse pièce d'argent laissée dans la main de Gimpy avant que ses doigts ne se referment sur elle, et le mouvement vif avec lequel il a glissé le demi-dollar dans sa poche. « Charlie !» a dit une dame derrière moi. « Est-ce qu'il y a encore de ces éclairs à la crème ?»« Je vais aller voir. » J'étais heureux de cette intervention parce qu'elle me donnait le temps de réfléchir à ce que j'avais vu. Gimpy n'avait certainement pas fait une erreur. Il avait délibérément fait payer le client moins cher et ils étaient de connivence. Je m'adossai sans force contre le mur, ne sachant quoi faire. Gimpy travaillait pour M. Donner depuis plus de 15 ans. Donner, qui traitait toujours ses employés comme des amis, comme des parents, avait invité plus d'une fois la famille de Gimpy à dîner chez lui. Il laissait souvent Gimpy garder le magasin quand il avait à sortir, et j'avais entendu dire que plusieurs fois, Donner avait donné de l'argent à Gimpy pour payer les frais d'hôpital de sa femme. Il était incroyable que qui que ce soit pût voler un tel homme. Il fallait qu'il y ait une autre explication. Gimpy s'était vraiment trompé en tapant la vente et le demi-dollar n'était qu'un pourboire. Ou peut-être, Mr. Donner avait-il fait un arrangement spécial pour ce client qui a acheté régulièrement des gâteaux à la crème? N'importe quoi plutôt que de croire que Gimpy volait. Gimpy avait toujours été si gentil avec moi. Je ne voulais plus savoir. J'évitais de regarder la caisse enregistreuse quand j'apportais le plateau d'éclairs et que je triais les galettes, les pains au lait et les gâteaux. Mais lorsque la petite femme rousse entra, celle qui me pinçait toujours la joue et plaisantait en disant qu'il fallait qu'elle me trouve une petite amie, je me souvins qu'elle venait le plus souvent quand Donner était parti déjeuner et que Gimpy était au comptoir. Gimpy m'avait souvent envoyé livrer des commandes chez elle. Involontairement, je fis mentalement le total de ses achats, 4,53 $. Mais je m'ai détourné afin de ne pas voir ce que Gimpy tapait sur la caisse enregistreuse. Je voulais savoir la vérité et pourtant j'avais peur de ce que je pourrais découvrir. 2,45 $, Miss Wheeler, annonça-t-il. La sonnerie de la caisse, la monnaie que l'on compte, le claquement du tiroir. Merci, Miss Wheeler. Je me retournai juste à temps pour le voir mettre sa main dans sa poche et j'entendis un tintement léger de pièces. Combien de fois s'était-il servi de moi comme d'un intermédiaire pour lui livrer des paquets en les débitant au-dessous du prix afin de pouvoir partager la différence avec elle? S'était-il servi de moi pendant toutes ces années pour l'aider à voler? Je ne pus quitter Gimpy des yeux tandis qu'il clopinait derrière le comptoir, la sueur coulant de dessous son bonnet de papier. Il semblait gai et de bonne humeur, mais en levant les yeux, il accrocha mon regard, fronça les sourcils et se détourna. J'avais envie de le frapper. J'avais envie de passer derrière le comptoir et de lui casser la figure.
Je ne me rappelle pas avoir jamais haï quelqu'un avant, mais ce matin-là, je haïssais Gimpy de toutes mes forces. Déverser tout cela sur le papier dans le calme de ma chambre n'a rien arrangé. Chaque fois que je pense à Gimpy en train de voler Mr. Donner, j'ai envie de casser quelque chose. Je ne me crois pas capable de violence. Je ne crois pas que j'ai jamais frappé quelqu'un dans ma vie. Mais il me reste encore à décider quoi faire. Dire à Donner que son fidèle employé le vole depuis tant d'années? Gimpy le niera et je ne pourrai jamais prouver que c'est vrai. Et qu'est-ce que cela arrangerait pour Mr. Donner? Je ne sais pas quoi faire. 9 mai. Je ne peux pas dormir. Cela m'a obsédé. Je dois trop à Mr. Donner pour rester là à le voir se laisser voler de cette manière. Par mon silence, je serais aussi coupable que Gimpy. Pourtant, est-ce à moi de le dénoncer? La chose qui m'ennuie le plus, c'est que quand il m'envoyait faire des livraisons, il se servait de moi pour l'aider à voler Mr. Donner. Ne le sachant pas, j'étais en dehors de l'affaire, pas à blâmer. Mais maintenant que je sais, par mon silence, je suis aussi coupable que lui. Pourtant, Gimpy est un compagnon de travail, 3 enfants. Que fera-t-il si Donner le renvoie? Il pourrait bien ne plus pouvoir trouver un emploi, surtout avec son pied beau. Est-ce cela qui me tourmente? Que faire pour bien agir? Il est ironique que toute mon intelligence ne m'aide pas à résoudre un problème comme celui-là. 10 mai. J'en ai parlé au professeur Nemur, et il soutient que je suis un spectateur innocent et qu'il n'y a aucune raison pour moi de me trouver mêlé à ce qui pourrait devenir une situation déplaisante. Le fait que j'ai été utilisé comme un intermédiaire ne semble pas le troubler du tout. « Si tu ne comprenais pas ce qui se passait à ce moment, dit-il, cela n'a aucune importance. Tu n'es pas plus à blâmer que le couteau dans un assassinat ou la voiture dans une collision. »« Mais je ne suis pas un objet inanimé, ai-je objecté. Je suis une personne. » Il a eu l'air embarrassé un moment, puis il a ri. « Bien sûr, Charlie, mais je ne parlais pas de maintenant, je parlais d'avant l'opération. » Content de lui, outrecuidant, j'avais envie de le frapper lui aussi. « J'étais une personne avant l'opération, au cas où vous l'auriez oublié. »« Oui, bien sûr, Charlie, comprends-moi bien, mais c'était différent. » Et là-dessus, il s'est rappelé qu'il avait des fiches à vérifier au labo. Le docteur Strauss ne me parle pas beaucoup pendant nos séances de psychothérapie, mais aujourd'hui, quand j'ai soulevé la question, il a dit que j'étais moralement obligé de le dire à Mr. Donner. Mais plus j'y pensais, moins cela me paraissait simple. Il fallait que je trouve quelqu'un d'autre pour sortir du dilemme, et la seule personne à laquelle je pouvais penser, c'était Alice. Finalement, à 10h30 du soir, je n'ai plus pu résister. J'ai commencé 3 fois à faire son numéro et je m'interrompais toujours au milieu, mais, la 4e fois, j'ai tenu jusqu'à ce que j'entende sa voix. D'abord, elle ne sut pas si elle devait me voir, mais je l'ai suppliée de me rencontrer à la cafétéria où nous avions dîné ensemble. « J'ai un profond respect pour vous. Vous m'avez toujours donné de bons conseils. » Et comme elle hésitait encore, j'ai insisté. « Il faut que vous m'aidiez. Vous êtes en partie responsable. Vous l'avez dit vous-même. Si ce n'avait été pour vous, je ne me serais jamais lancé dans tout cela d'abord. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi en haussant simplement les épaules. » Elle dut sentir à quel point mon besoin d'aide était pressant, car elle accepta de me rencontrer. Je raccrochais et je contemplais le téléphone. Pourquoi était-ce si important pour moi de savoir ce qu'elle en pensait, de connaître son sentiment à elle? Pendant plus d'1 an, au cours d'adulte, la seule chose qui comptait, c'était de lui faire plaisir. Était-ce d'abord pour cela que j'avais accepté l'opération? J'ai marché de long en large devant la cafétéria jusqu'à ce que l'agent de police commence à me regarder d'un œil soupçonneux. Puis je suis entré et j'ai pris un café. Heureusement, la table que nous avions occupée l'autre fois était libre. Elle penserait certainement à me chercher dans ce coin-là. Elle me vit et me fit signe, mais s'arrêta au comptoir pour prendre un café avant de venir à la table. Elle sourit, et je sentis que c'était parce que j'avais choisi la même table. Un geste romantique, un peu sot. « Je sais qu'il est tard, » dis-je pour m'excuser, « mais je vous jure que je commençais à devenir fou. Il fallait que je vous parle. » Elle but doucement son café et m'écouta calmement lui expliquer comment j'avais découvert le vol de Gimpy, ma propre réaction et les avis contradictoires que j'avais reçus au labo. Quand j'eus fini, elle s'appuya contre le dossier de son siège et secoua la tête. « Charlie, tu me stupéfies. À certains points de vue, tu as fait d'immenses progrès, et pourtant quand il s'agit de prendre une décision, tu restes encore un enfant. Je ne peux pas décider à ta place, Charlie.
La solution ne peut pas se trouver dans les livres ou en la demandant à d'autres personnes, à moins que tu veuilles rester un enfant toute ta vie. C'est à toi de trouver cette solution en toi, de sentir comment bien agir. Charlie, il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi. J'ai d'abord été ennuyé de son sermon, puis soudain j'ai commencé à comprendre. Vous voulez dire qu'il faut que je décide moi-même? Elle hocha la tête. En fait, dis-je, maintenant que j'y pense, je crois que j'ai déjà un peu décidé. Je pense que Nemur et Strauss sont tous deux dans l'erreur. Elle m'observait de près, très émue. Tu deviens différent, Charlie. Si seulement tu pouvais voir ton visage. Vous avez diablement raison, je deviens différent. J'avais un nuage de fumée devant les yeux et d'un souffle, vous l'avez chassé. Une idée toute simple, avoir confiance en moi-même, et elle ne m'était jamais venue auparavant. Charlie, tu es extraordinaire. Je saisis sa main et je la serrai. Non, c'est vous. Vous avez touché mes yeux et vous m'avez fait voir. Elle rougit et retira sa main. L'autre fois, quand nous étions ici, dis-je, je vous ai dit que je vous aimais beaucoup. J'aurais dû avoir confiance en moi et dire simplement « Je vous aime ». Non, Charlie, pas encore. Pas encore, m'écriai-je. C'est ce que vous m'avez dit l'autre fois. Pourquoi pas encore? Chut, attends un peu, Charlie. Finis tes études, vois où elles te mènent. Tu changes trop vite. Qu'est-ce que cela a à y faire? Mon sentiment pour vous ne changera pas parce que je deviens intelligent. Je ne vous en aimerai que davantage. Mais tu changes aussi sur le plan affectif. D'une façon un peu particulière, je suis la première femme dont tu aies réellement pris conscience de cette manière. Jusqu'à présent, j'étais ton institutrice, quelqu'un vers qui te tourner pour avoir des conseils ou une aide. Tu étais presque obligé de te croire amoureux de moi. Vois d'autres femmes, donne-toi davantage de temps. Vous voulez dire que tous les petits garçons tombent toujours amoureux de leurs institutrices et que sur le plan affectif, je suis toujours un petit garçon? Tu déformes ma pensée. Non, je ne pense pas à toi comme à un petit garçon. Retardé sur le plan affectif alors? Non. Alors quoi? Charlie, ne me brusque pas. Je ne sais pas. Tu es déjà au-delà de moi intellectuellement. Dans quelques mois ou dans quelques semaines, tu seras une autre personne. Lorsque tu seras mûr intellectuellement, peut-être ne pourrons-nous plus communiquer. Il faut que je pense à moi aussi, Charlie. Attendons de voir. Sois patient. Elle avait raison, mais je ne voulais pas l'écouter. L'autre soir, dis-je d'une voix étranglée, vous ne savez pas combien j'attendais ce rendez-vous. J'en perdais la tête à me demander comment me tenir, quoi dire. Je voulais vous faire la meilleure impression et j'étais terrifié à l'idée de dire quelque chose qui vous fâcherait. Tu ne m'as pas fâché, j'ai été flatté. Alors quand puis-je vous revoir? Je n'ai pas le droit de t'entraîner. Mais je suis entraîné, m'écriai-je. Et voyant que les gens se retournaient, je baissai la voix jusqu'à ce qu'elle tremble de colère. Je suis un être humain, un homme, et je ne peux pas vivre avec seulement des livres et des bandes magnétiques et des labyrinthes électroniques. Vous me dites, vois d'autres femmes. Comment le pourrais-je alors que je ne connais pas d'autres femmes? Il y a une flamme qui brûle en moi, et tout ce que je sais, c'est qu'elle me fait penser à vous. Je suis au milieu d'une page, et j'y vois votre visage, pas brouillé comme ceux de mon passé, mais net et vivant. Je touche la page et votre visage s'efface, et j'ai envie de déchirer le livre et d'en jeter les morceaux. Charlie, je t'en prie, laissez-moi vous revoir. Demain, au laboratoire. Vous savez bien que ce n'est pas cela que je veux dire. Ailleurs qu'au laboratoire, ailleurs qu'à l'université, seule. Je voyais qu'elle désirait dire oui. Elle était surprise de mon insistance, j'en étais surpris moi-même. Je ne pouvais pas m'empêcher de la harceler, et pourtant une crainte me serrait la gorge tandis que je l'implorais. Mes paumes étaient moites. Avais-je peur qu'elle dise non ou qu'elle dise oui? Si elle n'avait pas brisé la tension en me répondant, je crois que je me serais évanoui. D'accord, Charlie. Ailleurs qu'au labo, ailleurs qu'à l'université, mais pas seul. Je ne crois pas que nous devions rester seuls ensemble. Où vous voudrez, dis-je haletant, simplement pour que je puisse être avec vous et ne pas penser aux tests, aux statistiques, aux questions, aux réponses. Elle plissa le front un instant. Bon, il y a des concerts gratuits de printemps à Central Park. La semaine prochaine, tu pourrais m'emmener à l'un de ces concerts.
Lorsque nous sommes arrivés devant sa porte, elle s'est retournée vivement et m'a embrassé sur la joue. « Bonne nuit, Charlie. Je suis heureuse que tu m'aies appelé. À demain, au labo. » Elle a fermé la porte et je suis resté devant sa maison à regarder la lumière à la fenêtre de son appartement jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Il n'y a plus de doute maintenant. Je suis amoureux. 11 mai. Après tant de réflexions et de tourments, je me suis rendu compte qu'Alice avait raison. Il fallait que je me fie à mon intuition. À la boulangerie, j'observais Gimpy de plus près. 3 fois aujourd'hui, je le vis compter moins cher aux clients et empocher sa part de la différence quand les clients lui rendaient quelques monnaies. Ce n'était qu'avec certains clients réguliers qu'il le faisait, et il me vint à l'esprit que ces gens étaient aussi coupables que lui. Cet arrangement n'aurait pas pu exister sans leur accord. Pourquoi Gimpy serait-il le bouc émissaire? Je me décidai alors pour un compromis. Ce n'était peut-être pas la décision idéale, mais c'était la mienne, et elle me sembla être la meilleure solution étant donné les circonstances. Je dirais à Gimpy ce que je savais, et je lui conseillerais vivement de cesser. Je le trouvai seul près des toilettes, et quand il me vit venir à lui, il voulut s'éloigner. « Je voudrais vous parler d'un problème sérieux sur lequel j'aimerais avoir votre avis. Un de mes amis a découvert que l'un de ses compagnons de travail vole son patron. L'idée de le dénoncer et de lui causer des ennuis ne lui plaît pas, mais il ne veut pas rester là à voir voler son patron, qui a été bon pour eux deux. » Gimpy me regarda d'un œil scrutateur. « Et qu'est-ce que ton ami envisage de faire ?» C'est là la difficulté. Il n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Il se dit que si les vols cessent, il n'y a rien à gagner à faire quelque chose. Il oubliera tout cela. « Ton ami ferait mieux de s'occuper de ses propres affaires, » dit Gimpy en changeant son pied-bot de position. « Il ferait mieux de garder les yeux fermés sur ce genre de choses et de savoir où sont ses vrais amis. Un patron est un patron, et les gens qui travaillent doivent se soutenir. Mon ami ne partage pas ce sentiment. Tout cela ne le regarde pas. Il pense que puisqu'il sait, il est partiellement responsable. Il a donc décidé que si cela s'arrête, il n'aura rien de plus à dire. Sinon, il dira tout. Je voulais vous demander votre opinion. Pensez-vous que dans ces conditions, les vols cesseront ?» Il avait du mal à cacher sa colère. Je voyais qu'il avait envie de me frapper, mais il se contenta de serrer les poings. « Dis à ton ami que le gars ne semble pas avoir d'autre choix. »« C'est très bien, » dis-je. « Cela lui fera très grand plaisir. » Gimpy s'en alla, mais il s'arrêta et me regarda. « Ton ami, est-ce que par hasard il n'aurait pas envie d'avoir sa part? Est-ce cela sa raison? » ?»« Non, il veut simplement que toute cette affaire cesse. » Il me lança un regard furieux. « Je te le dis, tu regretteras d'avoir fourré ton nez là-dedans. Je t'ai toujours soutenu, j'aurais dû me faire examiner la tête. » Et il s'éloigna en claudiquant. Peut-être aurais-je dû tout dire à Donner et faire envoyer Gimpy. Je ne sais pas. Agir de cette manière peut se défendre. C'était réglé et terminé. Mais combien y a-t-il de gens comme Gimpy qui se servent ainsi des autres? C'était Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. 5e partie. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.